On est tous différents et c'est ça qui fait notre richesse, une envie d'émancipation, de liberté. Qu'est-ce que tu fais justement pour aller chercher cette liberté ? Déjà, je voulais être actrice, j'ai fait des années de théâtre. Pour un résultat peu probant, je me suis vite rendu compte que c'était pas pour moi. Je suis allée à la fac en éco-gestion et ça m'a clairement fait basculer de cancre à première de promo. Je pense qu'il y aura du doco qui coulera toujours dans mes veines. Je pense que c'est hyper important dans sa vie de trouver des mentors parce que j'avais eu la chance de travailler sur l'appel d'offres des aéroports de Paris. Un associé de KPMG qui a pensé à moi. Tout était différent et on se doit d'être dans une agilité permanente. Les soft skills d'aujourd'hui seront les hard skills de demain. Étape par étape, jour par jour. On raisonne toujours par maillon. De se dire à un moment donné, je me donne les moyens d'y aller et j'y vais. Ma fierté personnelle, ce serait d'avoir toujours mis l'humain et les valeurs de manière centrale dans ma vie. Mon rôle là-dedans, c'est de réussir à se différencier. J'ai rencontré des gens absolument incroyables. Bienvenue dans Let's Talk About You, le podcast qui part à la rencontre des hommes et des femmes qui influencent la trajectoire d'entreprises renommées. Nous connaissons leur société, mais nous ne connaissons pas leur nom. Nous utilisons leurs services, nous consommons leurs produits. Ils prennent des décisions qui influencent nos vies. Mais qui sont-ils ? Nous allons le découvrir ensemble. Je suis Oméric Dessart, entrepreneur, auteur et podcasteur. À travers ces échanges, je souhaite mettre en avant la personnalité de celles et ceux qui ont tant à nous raconter. Toutes les 2 semaines, retrouvez un nouvel épisode sur votre plateforme favorite. Pour les recevoir directement, je vous invite dès à présent à vous abonner. Très bonne écoute! Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Charlotte Gilardo, directrice marketing et expérience client chez KPMG. Charlotte possède une vaste expérience en marketing, en expérience client, dans l'événementiel et dans la gestion de projet. Elle apporte une vision stratégique et innovante à son rôle. Nous allons explorer son parcours, ses inspirations et ses perspectives pour l'avenir. C'est parti! Bonjour Charlotte. Bonjour Oméric. Merci beaucoup de nous accueillir au 40e étage. Exactement. De cette très belle tour. Voilà. Tour éco de la Défense. Charlotte, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce qu'on peut se tutoyer ? Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Ce sera plus simple. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous parler, nous indiquer ton état civil ? Oui, je suis donc une femme. Je suis née le 8 septembre 1981 à Paris, dans le 14e, c'est exactement. Tu vas nous dire l'hôpital ? Non, je ne me rappelle pas. Dis-nous, par rapport à ton enfance, qu'est-ce que tu peux nous raconter de... Mon enfance, de cette époque, de plus en plus lointaine. Moi, j'ai eu une enfance extrêmement heureuse. J'ai eu beaucoup de chance, vraiment, vraiment beaucoup de chance. J'ai eu des parents très présents. J'ai 2 petits frères qui ont 8 et 9 ans de moins que moi. Donc, j'ai à la fois vécu l'enfant unique et la fratrie. Donc voilà. Je suis originaire d'une famille à grande tendance flamande, 3/4 on dirait, voilà, avec l'épicentre Esquelbecq, très exactement, et voilà, alors ça donne lieu à des grandes fêtes familiales où chaque fête familiale, il y a vraiment un point commun qui est le pot de chevelèche. Alors, je sais pas si, le pot de chevelèche, c'est une potée à base de 4 viandes, voilà, rien que ça. Donc, les végétariens s'abstenir. Pas dans la famille. Voilà. Et qui est, voilà, avec des frites, enfin voilà, tout ce qu'on peut imaginer de la Flandre. Et puis, à un quart rémoise, parce qu'il faut quand même un petit peu de festif et puis un petit peu de liquide avec tout ça. Donc voilà, donc toute ma famille habite dans le Nord-Pas-de-Calais, globalement. Et mes parents sont les premiers à avoir déménagé. Mon oncle s'est amusé à faire l'arbre généalogique de la famille. Il est remonté jusqu'à quasiment 1500 et quelques, donc il s'est amusé longtemps. Oui. Voilà. Et il y en a pas un qui avait quitté le Nord. Ils étaient tous quasiment artisans.
et globalement dans la nourriture. Voilà, donc D'accord, oui, c'est des quand bons même un moments. fil rouge qui explique potentiellement aujourd'hui ma tendance à la gourmandise. Donc voilà, donc mes parents sont les premiers à être venus sur Paris. Mon papa travaillait dans le logement, il écrivait des livres, des notes, voilà, sur l'économie du logement. Et ma maman était opticienne. Voilà. Donc on est arrivé à Paris, on a déménagé au Vésinet dans Ouais, le les Yvelines. 78, où j'habite toujours. Voilà. Donc, j'y suis partie pendant de nombreuses années. Et puis, quand je suis devenue maman à mon tour, je suis retournée là-bas parce que, bon, ouais, enfin, C'est un c'est cadre quand assez même un exceptionnel. environnement assez exceptionnel. On aurait pu se croiser là-bas, tu sais. Ah oui, c'est vrai? Bah, voilà. Et non, c'est vraiment un cadre exceptionnel. Et donc voilà, donc enfance très heureuse. Mes parents avaient pas beaucoup d'argent. On a déménagé au Vésinet parce que ma maman avait trouvé un poste d'opticienne ici et mon papa estimait que c'était pas à elle de faire les allers-retours. Donc on a déménagé dans un endroit qui était pas forcément, je pense, dans leurs moyens à l'époque. Donc j'ai connu cette période où c'était pas toujours simple. J'ai jamais manqué de rien, mais c'était pas toujours simple. Ce que mes frères ont pas forcément connu parce que mes parents avaient évolué en fait entre temps. Je dirais que la construction au Vésinet a été un peu compliquée. Oui. D'ailleurs, je suis partie à 18 ans, j'ai eu mon bac, j'ai claqué la porte en disant puisque c'est comme ça, plus jamais je reviendrai. Voilà, je quitte cette ville, je quitte les Yvelines, je quitte Paris. Bon, Il n'y a voilà. que des personnes âgées au Vésinet. Ouais, voilà. Bon, voilà. Comme je disais, pour y revenir. Et Oui. par rapport à la relation que tu avais avec tes deux frères, c'était plutôt quoi? Plutôt une grande sœur protectrice Alors, ou alors plutôt chausson dans la comme il y figure? a un risque qu'ils entendent, je vais dire la vérité. Non, j'étais une grande sœur assez autoritaire. Je pense que je les ai un peu malmenés, voire beaucoup malmenés, jusqu'à ce qu'ils soient plus grands que moi et que ils remettent un peu l'église au milieu du village. Et voilà, donc eux, ils ont 14 mois d'écart, donc ils ont une relation hyper proche. Et donc pendant longtemps, j'étais un peu peut-être un peu jalouse de ça parce que du coup moi j'étais beaucoup plus loin et en fait finalement ça s'est construit avec le temps et j'ai une relation hyper proche avec les deux et c'est vraiment des piliers dans ma vie aujourd'hui quoi. Et ils ont été hyper compréhensifs aussi parce que bon, là, on parle de l'enfance. Je sais pas si on parlera de l'adolescence, parce que j'ai eu une adolescence un peu compliquée. Mais, Allons-y, si tu veux. ils ont été, voilà, hyper en soutien, en fait, toujours, quel que soit l'âge qu'ils avaient. Et donc voilà, donc non, hyper proche aujourd'hui. Alors si tu veux, on parle de l'adolescence, sinon on peut faire avance sur les 18 ans où tu claques la porte. Voilà, c'est à peu près en même temps, quoi. Bah, le Vésinet, ça a été un peu compliqué parce que à l'époque, alors aujourd'hui c'est plus du tout comme ça et je suis bien placée pour le dire puisque j'y suis toujours. Mais ma maman était la seule maman qui travaillait de toute ma classe, donc voilà. Voilà, c'est la petite anecdote, mais il y a un rallye qui avait été constitué. J'étais la seule pas invitée. Bon, voilà, donc. Le rallye, peut-être pour donner Ouais, le rallye, c'est des. Bah, je sais pas parce que j'étais pas invitée, donc j'y suis pas allée. Mais globalement, c'était des soirées entre. Gens de bonne famille, enfants de bonne famille. Voilà, enfants de bonne famille. Donc voilà, c'est une période pas super, mais bon, finalement, on se construit comme ça. Et je pense que voilà, ça a clairement généré un peu de frustration, mais à l'époque certainement beaucoup de frustration. Mais maintenant, je pense que ça m'a aidé à
prendre du recul sur tout ça, à apprécier les gens à leur juste valeur, quelles que soient leurs origines, quelle que soit leur histoire. Enfin voilà, on est tous différents et c'est ça qui fait notre richesse, quoi. Donc voilà. Mais je le voyais pas comme ça à l'époque. Donc voilà. Donc je pense que ça a contribué plus une adolescence avec voilà une envie d'émancipation, de liberté, voilà. Et alors, qu'est-ce que tu fais justement pour aller chercher cette liberté? Et ben, déjà, je voulais être actrice. Donc, ce qui était un échec total parce que vraiment, c'était pas du tout fait pour moi. C'est ton jour. Voilà, c'est ça. En fait, j'étais plutôt timide, même si ça se voyait pas beaucoup parce que ma maman avait du coup un magasin dans lequel je passais beaucoup de temps. Donc, en fait, j'étais habituée à être en permanence au contact de clientèle, tous les clients me connaissaient. Enfin, bon, voilà. Et en même temps, il y avait voilà cette forme de timidité en moi qui faisait que c'était pas toujours simple. Et du coup, ma maman m'a inscrite au théâtre. Et clairement, ça m'a aidée à... Donc, j'ai fait des années de théâtre pour un résultat peu probant, mais en tout cas qui m'a clairement aidée à être en capacité de prendre la parole, à vaincre en fait cette crainte qui était en moi et à m'obliger à peut-être sortir de ma zone de confort pour tout un tas de choses hyper utiles dans la vie. Comme aujourd'hui par exemple et donc voilà donc ouais sinon ça a été d'une grande aide. Et alors, tu fais quoi à 18 ans si tu veux Alors être à actrice? 18 ans Tu te lances, tu... à 18 ans, je rends. Alors, mon père avait été malin. Il m'avait un peu obligée à dire, OK, je t'accompagne dans tes désirs de théâtre, mais tu passes un bac S. Après, on en parle. Voilà. Donc, du coup, j'ai passé un bac S. Et je le remercierai jamais assez, hein, parce que j'ai fait, je crois, je me rappelle plus le nombre de jours, mais peu de jours en école de théâtre. Et voilà, je me suis vite rendu compte que c'était pas pour moi. Je pense que j'étais pas du tout armée pour ce monde-là. Donc voilà, je me suis vite arrêtée. Et du coup, je suis revenue sur des études beaucoup plus traditionnelles. Je suis allée à la fac en éco-gestion. T'étais où, à Nanterre? C'est À sur le Nanterre, RERA? ouais, Voilà, exactement, à Nanterre. Ça m'a pas beaucoup plu non plus. C'était trop impersonnel. Enfin, moi, je suis quelqu'un qui a besoin de concret, en fait. Voilà, j'avais vraiment besoin d'être ancré dans la réalité. Donc, je trouvais ça passionnant. Hein, Keynes et tout ça, c'était passionnant. Mais voilà, ça manquait d'opérationnel, ça manquait de concret, ça manquait de réalité terrain. Donc voilà. Et en même temps, je m'étais jamais vraiment interrogée. Moi, je fais pas partie de ces gens qui ont une vocation, quoi. Moi, quand je serai grande, je serai vétérinaire. Moi, j'ai voulu tata, mais j'ai voulu aussi vendre des bonbons. J'ai voulu faire plein de choses. Je pense que je trouve beaucoup de plaisir à me construire étape par étape, jour par jour. Et ça, c'est un peu comme on construit sa famille. Dire, on se rencontre, on se marie, on a un enfant, 2 enfants, 3 enfants, un chien, un poisson rouge. Enfin voilà. Et tout ça se crée petit à petit sans que vous ayez vraiment planifié. Mais voilà, ça arrive et c'est le bonheur de la vie. Bah, professionnellement, c'est un peu pareil. Et voilà, j'avais pas de vocation, mais ça s'est fait petit à petit comme ça. Donc, je me suis retrouvée à Rouen, en IUT, technique de commercialisation, voilà, que j'ai adoré. Ça m'a vraiment... beaucoup plus opérationnel. Ouais, c'est concret. beaucoup plus opérationnel. Et ça m'a clairement fait basculer de cancre à première de promo, on va dire. J'ai toujours été un peu dans les extrêmes, donc voilà. Et là, je me suis vraiment rendu compte que travailler c'était super, enfin voilà, il y avait un monde qui s'offrait à moi, et voilà. Et du coup, j'ai travaillé les concours parallèles pour rentrer en école de commerce. D'accord. Et voilà, je suis allée en école de commerce et voilà. Et j'ai adoré. Voilà. Et alors, t'as fait quelle école? J'ai fait l'EM Normandie. D'accord.
qui à l'époque s'appelait l'ESC Le Havre. Donc comme son nom l'indique, au Havre. Et j'ai fait j'avais choisi cette école parce qu'il y avait un partenariat avec HEC qui permettait de faire quasiment, je me rappelle plus, mais globalement la moitié de son année en entreprise. D'accord. Ouais. Sur des missions d'entrepreneurial. Donc ça, je trouvais ça absolument génial. Très opérationnel, toujours. Toujours. En entreprise, pour apprendre. Voilà, donc j'ai fait plein de choses différentes. En même temps, j'ai toujours travaillé, parce que dès l'âge de 16 ans, j'ai toujours eu des petits boulots. J'ai travaillé 3 ans chez McDo. Tous les petits jobs, je pense qu'à part homme sandwich, femme sandwich, je pense que j'ai fait vraiment beaucoup de choses. J'ai essayé de vendre des assurances. Enfin, voilà, j'ai vraiment fait un panel d'expériences. Enfin, voilà, bien sûr que je le faisais pour l'argent de poche, mais je trouvais ça génial de s'alimenter comme ça, de rencontrer plein de nouvelles personnes, des nouveaux secteurs, voilà. Donc voilà, donc j'ai fait ça. J'ai fait une année de césure où je suis partie faire un MBA aux États-Unis. D'accord. Après, j'ai fait un master de marketing. Donc, attends, juste si on revient sur le MBA aux États-Unis, Ouais. c'est quand même... Déjà, tu as dû mettre pas mal d'argent de côté parce qu'à l'époque... Alors, pas du tout, parce qu'il y avait un partenariat avec l'école qui permettait en fait de faire ça dans des conditions tout à fait acceptables. Puis, entre-temps, mes parents avaient un peu grandi aussi. Oui, très bien. Et donc, non, ça a pu être faisable. Puis, l'EM Normandie, ils ont une fondation. Ils aident beaucoup leurs étudiants. Donc, ils m'ont beaucoup accompagnée en fait là-dessus. Bon, ça a été une super expérience, quoi. Au niveau de l'anglais, ça y est, tu rentres, t'es bilingue. Ouais, alors, tu rentres, t'es bilingue. Tu sais faire des soirées. Alors, pas aux États-Unis, ils sont quand même un peu excessifs dans les soirées. C'est-à-dire qu'ils ont pas. Si on boit, c'est vraiment pour donc alpha, gamma, bêta dans les confréries, etc. Donc, mais bon, franchement, j'ai vraiment adoré. Après, c'était une autre manière de travailler, c'est-à-dire que très peu de cours. En plus, il neigeait, j'étais dans le Michigan, donc fallait y aller en raquette. Enfin, c'était tout un sketch. Mais très peu de cours et beaucoup de travail personnel à la bibliothèque, seul, etc. Donc voilà, mon niveau d'anglais était quand même pas génial. Donc ouais, un peu compliqué au début, mais vraiment, enfin, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Et après, je suis partie faire un master de marketing en Espagne. Alors là, rien à voir, quoi. 2 salles, 2 ambiances. On m'a expliqué quand je suis arrivée, non, mais t'es Erasmus, tu vas pas travailler. Bah, si, quand même. Bon, voilà. Mais une super expérience aussi. J'ai rencontré des gens absolument incroyables. Voilà, beaucoup de fêtes aussi. Bon, après, j'étais pas en manque de fêtes, parce que j'étais vice-présidente du BDE en école de commerce, donc c'était moi Sam, je ramenais tout le monde, voilà. Donc voilà, mais non, vraiment une super expérience. Puis après, je suis rentrée au Havre pour faire ma dernière année. Et je voulais pas refaire marketing parce que, en fait, je l'avais fait en Espagne. Mais bon, le cursus à l'époque faisait qu'il t'obligeait encore à faire une dernière année, donc je l'ai fait. Et du coup, j'ai fait supply chain. D'accord. Rien à voir. Alors, ma théorie, c'était de dire, on raisonne toujours par maillon. Et donc, j'ai raisonné sur le maillon marketing. Et en fait, on fait tous partie d'une chaîne. Et donc, j'imaginais que de travailler sur la supply chain, la value chain, ça allait mettre chacune des briques dans un maillon global. Voilà, c'était mon raisonnement à l'époque. Bon. C'était bien marketé, mais non. Non, mais c'était hyper intéressant. Pour le coup, j'ai adoré cette année aussi. En plus, c'était un double diplôme avec l'Australie, donc tout était en anglais, donc ça m'a permis de conserver mon anglais. Voilà, mais ça m'a fait me dire aussi que je revenais vers plus le marketing. Voilà. Et voilà, les études étaient terminées et j'étais prête armée à rentrer dans la vie active. Et alors, comment ça s'est passé? Eh ben, transition. Plutôt bien. Facilement? Ouais, plutôt bien. J'ai eu... Dans ma vie, j'ai eu la chance d'avoir toujours des personnes qui m'ont aidée, accompagnée. Enfin, voilà. Moi, je suis une grande optimiste. Je crois vraiment que
On a tous dans un environnement des mauvaises choses de nous qui peuvent sortir, mais que globalement l'humain est bon, quoi. Enfin voilà. Je parlais tout à l'heure des États-Unis. Quand je suis partie à Chicago, je faisais une escale en fait à Chicago, et donc mon escale devait durer 3 jours. Et j'arrive, malgré le fait que ma maman m'avait dit: Charlotte, tu ne mets pas tes 2 cartes bleues dans le même endroit. J'ai évidemment mis mes 2 cartes bleues dans le même endroit, et j'ai évidemment perdu l'endroit. Donc j'arrive aux États-Unis sans un sou, sans carte bleue. Bon, à l'époque, j'avais même pas un smartphone, hein, c'était un Nokia 3310. Et là, pas un sou. En plein week-end, pas de possibilité. Enfin voilà, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Et j'avais souvenir une personne de ma promo, qui était d'ailleurs dans la liste B2 adverse, passait par Chicago, etc. Donc par le fait d'appeler une personne, 2 personnes, 10 personnes, j'ai retrouvé son nom, je l'ai appelé et je lui ai expliqué, quoi. Et il a été extraordinaire. Il m'a accueilli chez lui, il m'a prêté de l'argent, il m'a fait visiter Chicago, il a pris des jours de vacances pour m'accompagner, etc. Enfin, et j'ai eu la chance dans ma vie de rencontrer, toujours dans mes moments de galère, parce qu'on en a tous, hein, des gens qui ont été là pour moi et qui m'ont aidé, quoi. Donc bon, voilà. Grosse diversion. Je reviens sur la question. J'ai commencé, j'avais beaucoup travaillé au PMU. Pendant mes années en école de commerce. Au siège, tu veux dire. Au siège. Ouais. Mais non. J'étais sur un cheval. Non. Oui, au siège. Et dans le département grands événements. Et donc, j'ai fait 5 Tours de France, 4 Roland-Garros. Voilà. Donc, ça m'avait un peu familiarisée avec les grands événements. Donc ça, j'avais bien aimé, et j'avais aussi travaillé sur tout le déploiement au niveau des réseaux, et Dieu sait que le maillage des PMU est grand en France. Et donc ça m'avait fait toucher un peu du doigt toute la notion de déploiement d'actions, de campagne. Ça m'avait bien plu. Et donc du coup, quand je suis sortie d'école, je suis rentrée dans une agence de com. D'abord en stage, après en CDD. Ça m'a beaucoup plu. J'ai adoré l'agence, j'ai adoré. Et franchement, c'est le hasard de la vie qui m'a fait partir chez l'annonceur, mais ça m'aurait pas dérangé de rester plus longtemps en agence. Je trouvais ça super de changer de client, de découvrir plein de choses. Ça nourrissait mon goût de la nouveauté, du challenge, de la diversité. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Et le hasard de la vie a fait que je me suis retrouvée face à une annonce d'une offre d'emploi chez JC Deco. D'accord. Et alors c'est vraiment rigolo parce que je lis l'annonce et puis alors mais c'est ça, mais c'est exactement ça que j'ai envie de faire. Et puis alors, plus j'avançais dans l'annonce, plus je me disais mais en fait ils ont écrit le job de mes rêves. Et là j'arrive à profil. Et alors, tout sauf moi, quoi. Enfin, ils cherchaient une ingénieure qui avait 4 ans d'expérience, qui avait des hard skills que j'avais absolument pas. Enfin, bon, vraiment. Et là, je me dis, mais comment c'est possible, en fait comment c'est possible ce décalage? Et puis, je me suis dit, non, on peut pas laisser passer une opportunité comme celle-là. Enfin, je pense que la vie professionnelle, c'est un mélange d'opportunités, de rencontres avec des gens, comme je disais tout à l'heure, peut-être de hasard. Vu ce que j'ai fait, l'école de commerce, j'aurais pu faire plein de choses. J'aurais pu aller dans plein de secteurs différents. J'aurais pu faire plein de choses. Donc c'est quand même le hasard à un moment donné à sa place. Mais c'est aussi du volontarisme, quoi, de se dire à un moment donné, je me donne les moyens d'y aller et j'y vais. Donc j'ai pris ma plus belle plume et puis je leur ai écrit une jolie lettre en leur expliquant que je comprenais pas ce décalage, que moi je me reconnaissais complètement et que peut-être je passais
complètement à côté de quelque chose, mais que eux aussi peut-être passaient à côté de quelque chose. Donc, ça a fait mouche. Rencontrons-nous. En tout cas, rencontrons-nous. Donc, on s'est rencontrés. Et bon, j'ose espérer que c'était pas parce qu'ils avaient que mon CV, mais en tout cas, j'ai été embauchée et donc je suis rentrée chez Deco. Et là, pour le coup, j'y suis restée un bon moment parce que j'y suis restée 12 ans. Ouais. Voilà, donc Deco, c'est quand même une entreprise familiale absolument fantastique. Je pense qu'il y aura du Deco qui coulera toujours dans mes veines quelque part parce que vraiment c'est une entreprise où la culture familiale est grandement présente avec un fondateur qui a marqué vraiment les esprits de tout le monde. Donc super entreprise où du coup j'ai construit petit à petit. Voilà. J'ai réalisé il y a pas longtemps que toute ma vie n'avait été faite que de création de postes. Donc à part ce poste-là, le premier poste où j'ai répondu à une annonce et mis mes pieds dans les chaussons de quelqu'un d'autre qui n'était clairement pas du tout du même profil que le mien, ça avait toujours été des créations de postes. Et donc je reviens à ce que je disais, je pense que c'est hyper important dans sa vie de trouver des mentors. Et là, j'ai rencontré mon premier Sylvain, comme j'appelle, parce que j'ai eu 2 chefs chez KPMG et chez JC Deco, Sylvain et Sylvain. D'accord. Et donc le premier Sylvain que j'ai eu comme chef pendant 10 ans, ça a vraiment été un mentor. Il m'a aidé, il m'a aidé à grandir, il m'a fait confiance, il m'a suivi un peu dans mes idées un peu différentes. Donc voilà, donc j'ai eu beaucoup de chance. Voilà. Et Vous êtes toujours en contact? Ah oui, bien sûr. Alors lui, il est à la retraite maintenant. Il est dans son camping-car. C'est un van Volkswagen. Faut pas dire camping-car, c'est pas pareil, mais un combi. Voilà. C'est le surf qu'il a jamais fait jeune, peut-être. Non, c'est un fan de voyage, donc il voyage beaucoup. Mais oui, on se voit tout le temps. C'est une personne absolument incroyable et qui compte pour moi. Il y a un deuxième Sylvain? Alors, il y a un deuxième Sylvain qui a donc pris la suite du premier Sylvain et avec qui j'ai eu l'opportunité de continuer à grandir aussi. C'est lui qui m'a nommée directrice adjointe du département qu'on avait construit tous ensemble. C'est avec lui que j'ai construit le département Knowledge, qui était l'équivalent d'un début de marketing produit. Maintenant, ça s'est beaucoup structuré, mais en fait, on avait 70 filiales et c'est une entreprise qui est marquée par les ingénieurs qui conçoivent. Tout est conçu, construit, designé en interne. Et sauf que les filiales, elles avaient des commerciaux qui avaient besoin d'avoir des choses un petit peu plus marketées, un peu plus Et donc j'ai monté en fait ce département. Et donc des super expériences quoi. Et qu'est-ce qui fait que tu as été partie au bout de 2 ans de deuxième Sylvain? La vie, l'opportunité. On est venu te chercher. Ouais, on est venu me chercher. C'est un associé de KPMG qui a pensé à moi. Tu l'avais rencontré avant, Oui, dans les hasards de la vie, on s'était croisés, on s'était rencontrés. Et en fait, lui était en train de mener un recrutement pour KPMG et du coup il m'a dit non mais en fait on a besoin de gens qui font autrement, donc il m'a demandé si ça m'intéressait. Ça a été ma réponse. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, je suis un peu tombée de ma chaise au départ parce que déjà je cherchais pas, et puis j'avais pas envisagé d'aller dans un Big Four. C'était pas la suite logique en fait entre guillemets pour moi. Et en même temps, je trouvais ça absolument génial et je me suis dit mais en fait dans la vie on n'a pas 2 fois l'opportunité de faire un changement de secteur aussi radical, que ce soit en termes de secteur mais aussi en termes de typologie d'entreprise, parce que je passais d'une entreprise familiale où les Deco sont très présents, c'est des personnes très charismatiques, et à un partnership
où il y a beaucoup de chefs et voilà où le fonctionnement est complètement différent. Je passais du produit au service. Enfin voilà, tout était différent et donc j'ai trouvé que c'était un challenge qu'on me reproposait pas qu'on ne me reproposerait pas une deuxième fois et donc j'ai trouvé ça génial. Donc finalement, j'ai pas eu le poste qui était initialement prévu, enfin pour lequel il avait pensé à moi, mais mon CV voilà a circulé et jusqu'à ce que a beaucoup circulé d'ailleurs pendant longtemps. Tu veux dire que tu as eu beaucoup d'entretiens? C'est ça. Ouais, d'accord. J'ai eu beaucoup d'entretiens. 5e étage, C'est 10e ça. étage. Et jusqu'à ce que je rencontre Marie Guillemot, qui est aujourd'hui notre présidente, qui à l'époque était en charge du développement, des grands comptes, de l'innovation, du bizdev, du marketcom. Et voilà, donc une femme absolument incroyable, très solaire, avec une vision qui vous embarque en fait. Et bon, ça a fini de me convaincre. Et du coup, j'ai commencé chez KPMG, voilà, en charge de l'expérience client, sur une feuille de route 100% à construire. Donc, Création de voilà, poste. création de poste. On est en quelle année là? On est en 2019. D'accord. Voilà. Et en fait, le Covid est arrivé très rapidement. Ce que j'allais dire, et a un peu chamboulé la feuille de route, on va dire. Et donc là, j'ai travaillé en grande proximité avec Marie sur, elle devait gérer, enfin comme tout le monde, hein, mais le Covid, comment on gère la communication d'un grand cabinet comme celui-là dans des temps comme cela. Enfin voilà, c'était pas simple. Et communication interne et externe. Interne, externe. Ouais, donc, voilà, et donc c'était vraiment alors très enrichissant. Et puis pour moi, un immense accélérateur de compréhension de comment fonctionne le cabinet. Parce que du coup, je me suis retrouvée à centraliser les initiatives, toutes les initiatives marketing com, pour essayer de structurer une stratégie, on va dire, alors qui était clairement menée par Marie, mais voilà, le fait d'avoir eu la chance de pouvoir être à ses côtés à ce moment-là m'a permis de vraiment comprendre comment ça fonctionnait de l'intérieur, les grandes forces sur lesquelles il fallait capitaliser, là où il fallait un petit peu travailler pour évoluer et grandir. Et donc voilà, donc après Covid, avec Marie, on a échangé et on s'est dit que ce serait bien de construire un département marketing un peu plus étoffé, structuré surtout, et de construire le marketing digital qui était pas très existant à l'époque. Et donc voilà, donc ça a été mon nouveau challenge. Et du coup, ça fait 3 ans maintenant que je suis en charge du marketing chez KPMG. Et voilà. Et donc ton poste actuel, c'est Chief Marketing Officer, Oui. Mais toujours avec la partie expérience client, oui. En plus du marketing. Oui, alors c'est beaucoup drivé par tout le marketing digital, en fait, qui inclut en fait ce volet-là. Mais oui, effectivement, c'est un... KPMG, quand on dit c'est un Big Four, on comprend surtout la partie comptabilité, mais il n'y a pas que. Donc, du tout. Il y a quoi? Il y a quatre verticales? Oui, en fait, alors déjà, KPMG, c'est une communauté de entre 40 50 000 clients, grands comptes, enfin CAC 40, SBF 120, ETI. Oui, dans le monde entier. Donc les C-level, hein, ça, uniquement. Non, en France. Ah, en France. En France, c'est 40 000 C-level, CAC 40, SBF 120, ETI. D'accord. Voilà. Donc des personnes qui sont habituées à un niveau d'excellence, exactement. Un niveau de précision. Et puis, qu'il n'est pas facile de catcher, voilà. À qui on propose nos services d'audit, de tax and legal, et de conseil. Et de conseil dans
énormément évidemment de vertical, mais dans leur transformation qui est devenue importante et puis permanente en fait. Voilà. Donc voilà et puis moi mon rôle là-dedans c'est de réussir à se différencier, à capter l'attention dans un univers concurrentiel des Big Four qui est important, voilà. Et on parle toujours des Big Four, mais en fait, il y a plein d'autres concurrents, et notamment en advisory, justement, où il y a les pure players. Voilà. Donc, on est vraiment sur un univers concurrentiel assez important. Un océan rouge. C'est ça. C'est exactement ça. Et donc, voilà. Donc, moi, mon rôle, c'est ça. Et donc, j'ai tout dans ma boîte à outils, j'ai plusieurs leviers et effectivement le digital est un de ces grands leviers. Alors moi j'ai une appétence pour le digital. J'avais chez Decaux, c'est moi qui avais en 2010 j'avais parce que j'avais eu la chance de travailler sur l'appel d'offres des aéroports de Paris, qui était le premier appel d'offres sur lequel on avait implanté des écrans. Oui, c'est ça, des écrans vidéo. Partout dans les aéroports. Et donc, au-delà des difficultés techniques, de sécurité, enfin bon bref, j'en passe, le bruit, enfin bon voilà. Et il y avait eu aussi toutes les problématiques de comment je génère tous ces contenus qu'on n'avait pas l'habitude de générer en digital. Et puis, tout l'univers qui s'offrait à nous de la programmatique. Faire de la publicité qui changeait en fonction de s'il pleuvait ou s'il faisait beau, en fonction de si on était dans les embouteillages ou pas. Enfin, voilà. Donc, c'était un univers créatif fabuleux. Et donc, j'ai eu la chance de construire, en fait, ce département. Donc, j'avais cette appétence-là. Et donc, voilà. Donc, j'en reviens au marketing. Aujourd'hui, le digital, ça a permis un pilotage de tout ce qu'on fait. Et donc, du coup, d'avoir une vision héroïste des choses, ça a complètement transformé notre métier, clairement, parce que le fait de pouvoir piloter, en fait, notre data et nous permet aujourd'hui d'avoir une meilleure connaissance de nos clients, et puis de piloter au mieux nos campagnes pour avoir les meilleurs ROI en permanence et être dans une amélioration continue. Voilà. Donc ça a été vraiment un virage. Et tout le changement de culture que ça implique aussi. Voilà, le changement de culture, les nouveaux métiers, accompagner les équipes dans la transformation. C'est du change, beaucoup de change. Les équipes marketing com, mais les équipes business aussi. C'est tout le monde qui doit prendre ce virage. Donc on a pris il y a un moment maintenant, mais voilà, ça a complètement changé en fait comment on faisait ça. Et tout à l'heure je parlais d'un monde, on est en infobésité. C'est très très dur de réussir à capter. Donc ça nous a quand même beaucoup aidé à mieux connaître nos clients. Il y a une étude de LinkedIn qui a montré que aujourd'hui dans nos processus d'achat, pour réussir à convaincre, faut réussir à convaincre au moins 11 personnes. Donc ok. Et donc pour convaincre ces 11 personnes, en fait, ces 11 personnes, elles ont potentiellement des métiers différents, des backgrounds différents, des niveaux de maturité sur les sujets différents, etc. Donc, en fait, si vous arrivez avec votre contenu copier-coller à tout le monde, ça fonctionne pas, en fait. Donc, on se doit d'être dans une personnalisation, une adaptation de nos contenus. Donc, voilà. Donc, nous, on a un marketing du contenu très fort. Où on essaye de s'adapter toujours aux enjeux de nos clients et quand on dit aux enjeux de nos clients, c'est pas de nos clients dans l'absolu, mais vraiment à chacune des typologies. Le persona. Exactement. Et donc ça c'est le digital qui nous a aidé à aller un peu plus loin, on va dire. Puis après, c'est la connaissance des différents canaux aussi, le fait de pouvoir traquer, quel que soit le canal, ce qui se passe, ça nous permet après d'adapter nos campagnes et de pouvoir se dire, ok, bon, non, on va plutôt aller par là, on va plutôt faire ci, vers ça. Tu vois, à l'heure de l'IA, ça rentre dans ton escarcelle, ça?
Oui. Ah bah tiens, t'as rencontré tes collègues du juridique et les collègues de C'est ça. la sécurité IT. Non, alors moi, l'IA, je trouve ça absolument génial. C'est un champ des possibles absolument incroyable. Après, faut pas faire les choses n'importe comment. Bien sûr. Nous, enfin, on croit que c'est hyper important de faire ça en toute dans une transparence. On parle d'IA éthique. Ça, c'est clairement notre leitmotiv, de notre point de départ. Donc, ça demande en fait d'être vigilant à chaque étape de cette construction. Mais voilà. Mais moi, je suis pas inquiète de l'arrivée de l'IA. Et en plus, je fais partie des métiers qui sont Directement impactés. directement impactés. Et du coup, nous, on a mis en place, il y a déjà plus d'1 an, des formations spécifiques de toutes nos équipes, dès le Pour les départ. sensibiliser. Ouais, pour les À sensibiliser. l'usage, à la sécurité. Mais plus que les sensibiliser. On a à la fois tout un volet sensibilisation sur l'usage de la data, le RGPD, on fait pas n'importe quoi, l'IA éthique, la vérification de ses sources, etc., etc. Mais à la fois, on a aussi tout un volet de comment je m'approprie ces outils, comment je mets en place de l'automatisation, voilà. Et on a démarré doucement avec de la sensibilisation. C'est pas facile en fait. On en revient de la à ce culturation, change, voilà, c'est ça. de la culturation. Et on s'est vite rendu compte que on avait du mal à passer du concept de l'IA à comment concrètement et opérationnellement je le mets dans mes usages au quotidien. Et donc là, on a mis en place des différents chantiers. J'ai 2 personnes dans mes équipes qui ont été ultra moteurs là-dessus et qui vraiment m'ont aidé à prendre le sujet en main. Et moi, je pense que c'est notre rôle de manager d'accompagner nos équipes là-dedans parce que c'est leur employabilité, parce que au-delà du gain de production, c'est notre futur en fait. Donc voilà. Être dedans. Voilà. Après, que ce soit pour le digital ou que ce soit pour l'IA, l'humain il est clé, il est central. On peut parler de personnalisation de nos contenus, on peut parler d'hyper-personnalisation comme on veut. Ça remplacera pas, ça vient en complément de la relation humaine qu'on a. On a besoin d'humain, on a besoin d'émotions, on a besoin de se voir, voilà. Et l'IA, c'est pareil en fait. Déjà il y a besoin de maîtriser un peu ce qui se passe, de vérification. L'IA, elle tourne un peu en rond, donc toute la partie innovation. Voilà. Moi, je pense que l'IA nous permet d'être un humain augmenté, quoi. Mais un humain d'abord. Mais un humain d'abord, exactement. Avant qu'on passe sur la dernière partie, juste une dernière question. Il y a un projet ou quelque chose dont tu es particulièrement fier alors pas forcément chez KPMG, mais dans ta carrière, une réussite ou dont je suis fière personnellement, je crois pas avoir de fierté qui sont pas des fiertés d'équipe. Clairement, pour moi, tout ça se crée ensemble. Peut-être que ma fierté personnelle, ce serait je reviens, je pense, sur l'humain, d'avoir toujours mis l'humain et les valeurs de manière centrale dans ma vie. Voilà. Et aujourd'hui, je fais une formation au coaching d'organisation, pas du tout. Dans le cadre de mon poste aujourd'hui, parce que je pense vraiment qu'on est dans un monde ultra mouvant. Bon, ça, c'est pas je le pense, c'est le cas. Ça change vite, ça va pas s'arrêter. Les crises se succèdent, les transformations se succèdent. On n'est plus en mode je me prépare à voir arriver la prochaine crise. On se doit d'être dans une agilité permanente et donc dans une transformation permanente. Et l'IA va nous aider, c'est sûr, mais moi je crois vraiment que les soft skills d'aujourd'hui seront les hard skills de demain et que du coup
toute cette la transformation se fera, mais elle se fera avec l'humain. Et voilà, donc je pense que si je devais avoir une fierté, c'est de ne m'être jamais écartée de ça. Ça a été ta ligne directrice. Ouais, clairement. Un grand merci. Alors, on va passer sur la dernière partie. Je vais te poser l'avant-dernière partie. Je vais te poser une question, te faire 3 propositions, 4 propositions, et sans réfléchir, tu me dis celle qui te parle le plus. Ok. Café, thé, chocolat chaud? Café. Au lait. Lumière, éteint. Les joies du direct. Non, c'est la tour, là. Oui. C'est le signal comme quoi il faut qu'on y aille. Il y a une télécommande quelque part, normalement. Ah, bah voilà. Mais voilà. Matin, après-midi, soir? Matin, clairement. Je suis clairement du matin. Je suis capable de me lever à 4 heures tous les matins, mais le soir, c'est compliqué. Ou alors que c'est une soirée. Et t'arrives à quelle heure le matin? Je suis du matin. Donc vers 7h30, 8h, Ouais, 8h30? Je démarre, je démarre un peu plus tôt. Et après, je prends un temps pour mes enfants, pour m'occuper d'eux, etc. Et après, je viens à la tour pour démarrer ma... Ouais, exactement. Je suis team RER. Plutôt ville, campagne, montagne? Campagne. On a on a la chance d'avoir une maison dans le Perche. Et dès qu'on peut... Prends la route. Lecture, cinéma, musique, podcast? Cinéma, sans hésiter. Une seule seconde. Je suis génération de la carte UGC. J'ai un peu plus de mal à y aller avec 3 enfants, ou alors pour aller voir Vaiana 2 et compagnie. Mais ouais, non, c'est vraiment un art qui me parle. Et je pense, j'ai pas de préférence. Enfin, tous les films, sauf les films d'horreur. D'accord. Et le dernier film que tu as vu qui t'a beaucoup plu, c'est quoi? Le dernier film que j'ai vu, c'est un petit truc en plus. Un petit truc en plus. Que j'ai vu 2 fois. Ah ouais, beaucoup plus. Printemps, été, automne, hiver? Moi, je dirais hiver. J'adore quand il fait bien bien froid et un grand soleil. Je trouve que, ouais, je sais pas, ça a une ambiance particulière qui me plaît bien. Sous condition que j'ai un bon manteau. Oui, Sinon, oui, sinon je préfère l'été. Alors, plutôt bureau, télétravail, coworking? Un bureau. Moi, j'ai un bureau 4 fois par semaine. Je suis pas du tout contre le télétravail et évidemment j'ai connu l'époque où il y en avait pas du tout et je trouve que c'est quelque chose qu'il faut absolument conserver parce que ça a permis d'avoir une flexibilité qu'on n'avait pas avant et je crois beaucoup au fait de faire confiance à ses équipes et donc c'est pas parce que à un moment donné on a besoin d'aller faire quelque chose qui fait qu'on fait pas son travail. Donc je trouve, et en tant que maman de 3 enfants, je trouve que ça offre une flexibilité qui est extraordinaire. Maintenant, à titre perso, je suis mieux au bureau. Et là où je pense qu'il y a quand même un équilibre à trouver, c'est que le 100% télétravail, ça marche pas non plus. Je trouve que on en voit aujourd'hui les limites du télétravail. Alors, je trouve ça dommage que certaines entreprises reviennent 100% en marche arrière. Mais par contre, ouais, il y a un équilibre à trouver parce que comment est-ce qu'on onboard les jeunes qui arrivent? Comment est-ce qu'on crée une culture d'équipe? C'est quand même plus simple d'aller demander à son voisin rapidement quelque chose. Enfin, voilà. Donc, c'est comme tout dans la vie, les extrêmes sont pas bons. Il faut trouver un juste milieu. Innovation, tradition, disruption. Les 3. Allez, non, je peux pas choisir parce que les 3 se complètent et pour moi il y a, enfin ouais, non, les 3. Les 3. Management, entrepreneuriat, recherche. Non, je suis obligée de dire management. En fait, je me suis toujours dit que j'avais une âme d'entrepreneur. Mais bon, globalement, j'ai jamais monté ma boîte. Donc, non, management. J'ai quitté le management en quittant Deco et en arrivant chez KPMG parce que je trouvais que j'étais arrivée à un moment où je me disais, voilà. Et en fait, ça m'a vite manqué. Je trouve ça génial de voir les gens, grandir. Voilà, ils nous apportent énormément de choses. Enfin, bon, non, management. Concernant les réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter, Instagram, autres?
LinkedIn. TikTok. LinkedIn. Non. TikTok, non. X, je rentrerai pas dans le débat. Non, LinkedIn. Le réseau, il a explosé avec le Covid et avec effectivement des problématiques, mais que je trouve que LinkedIn essaye de résoudre en changeant son algorithme, en essayant de permettre à chacun de choisir ce qu'il a envie de lire ou pas dans son fil. Mais voilà, c'est un réseau professionnel aujourd'hui incontournable que je trouve assez bien fait. Le dernier, voyage d'affaires, loisirs, séjour à la maison. Loisirs. Loisirs. Sans hésiter, j'adore les voyages, même si maintenant on essaie de voyager en train le plus possible. J'adore les voyages, j'adore le théâtre. Enfin, voilà, il y a pas, ouais, voilà. Il y a pas un week-end où j'essaye de emmener mes enfants découvrir quelque chose pour, voilà, je trouve que ça, faut profiter de chaque moment, quoi. Allez, 3 dernières questions. Est-ce que tu as une recommandation de lecture, podcast ou une newsletter à suivre? Un podcast, newsletter à suivre. Suivez la newsletter de KPMG. Évidemment. Non, alors pour le coup, je vais dire un truc qui n'a rien à voir. Je dirais Change ma vie de Clotilde Dusselier, qui est un podcast qui permet de travailler un peu sur soi. Voilà, je trouve que c'est important de toujours se poser des questions sur soi-même, enfin voilà, et puis c'est un podcast plutôt féminin et qui voilà, du coup permet aussi aux femmes, voilà, on se pose toujours plus de questions que les hommes, hein, voilà. Enfin, je sais pas si on s'en pose plus, mais en tout cas on ose moins que les hommes, et ça donne plein de clés pour voilà, arrêter de passer à l'action. Ouais, passer à l'action et se dire que voilà, on n'est pas des victimes, c'est nous qui sommes acteurs et actrices de notre vie, et voilà, donc je recommanderais ce podcast. As-tu un ami ou une connaissance que tu me recommanderais d'inviter sur le podcast? Plein. Oui. Virginie Gatin, directrice RSE du groupe Legrand. D'accord. Très intéressant, effectivement. Elle doit avoir beaucoup de choses à raconter. Ouais. Puis elle a un bon caractère. Et la dernière question, si on souhaite te contacter, quelle est la meilleure façon de s'y prendre? Je suis très réactive sur LinkedIn, et voilà, et sinon par mail, voilà, qu'on peut trouver sur LinkedIn. Voilà. Ça, c'est pour les commerciaux. Non, je blague. Non, mais par LinkedIn. Franchement, je suis hyper réactive et attentive. Superbe. Un grand merci, Charlotte. Non, merci à toi. C'est un exercice intéressant. Ouais, t'as été plus que la bienvenue, et on remettra ça. Merci beaucoup. À bientôt. Merci de nous avoir accordé votre attention et j'espère que cet échange vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à commenter cet épisode sur Spotify et YouTube, mais également à vous abonner sur votre plateforme favorite. Vous pouvez également m'envoyer un message sur LinkedIn, j'y répondrai avec plaisir. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode.